Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue à ce journal du 20h sur la télévision Burkina Info. L'actualité ce 30 décembre 2015, c'est l'élection de Salif Diallo à la tête de l'Assemblée nationale. Il a été élu avec 78 voix contre 43 pour Adama Soso de l'UPC. Fin de mandat pour le Conseil national de la transition. Le Conseil constitutionnel a remercié aujourd'hui Chérif Sy pour le travail abattu et pour la bonne collaboration entre les deux institutions. Et l'investiture du président Roch-Marc Christian Kaboré a marqué la fin de la transition. Retour sur les faits marquants dans ce journal. Salif Diallo est le tout nouveau président de l'Assemblée nationale du Burkina Faso. Sur 125 votants, il a obtenu 78 voix contre 43 pour son challenger Adama Soso de l'UPC. 4 bulletins nuls ont été enregistrés. Durant son premier discours, Salif Diallo a appelé à ne pas faillir pour des divergences idéologiques politiques, mais plutôt transcender ces divergences pour voter des lois en faveur du Burkina Faso. Et le nouveau président de l'Assemblée nationale, Salif Diallo, est bien connu du paysage politique burkinabé. Avant d'occuper ce nouveau poste, il était le premier vice-président du MPP chargé de l'orientation politique. Découvrons son portrait avec Philippe Ada. Ce visage est familier aux populations burkinabèses tellement l'homme a marqué de ses empreintes l'histoire politique du pays depuis près de 3 décennies. Salif Diallo. C'est donc lui qui dirigera l'Assemblée nationale du Burkina Faso pour la mandature 2015-2020. Né le 9 mai 1957 à Ouaïgua, Salif Diallo est un fin stratège de la politique dont il a fait les armes sur les bancs d'élèves puis d'étudiants. Déjà étudiant, celui qu'on appelle affectueusement Gorba est expulsé de l'université de Ouagadougou pour avoir participé à des grèves et à des manifestations avec le Parti communiste révolutionnaire voltaïque PCRV. Mais il obtient une maîtrise en droit de l'université de Dakar. À son retour au Burkina Faso en 1985, la désormais deuxième personnalité de l'État burkinabé devient un dissident pro-Sankara. À l'avènement du Front populaire de Blaise Compaoré, ce docteur en relations internationales de l'Université de Lyon en France deviendra directeur de cabinet de 1987 à 1989 et secrétaire d'État du président Blaise Compaoré en 1991. À la même année, il devient ministre de l'Emploi, du Travail et de la Sécurité sociale. De 1992 à 1995, il est chargé de mission du président puis ministre de l'Environnement et de l'Eau de 1995 à 1999. En 2000, il passe à l'agriculture. Il devient vice-président du Congrès pour la démocratie et le progrès, CDP, en 2003. Il est démis de ses fonctions de ministre d'État le 24 mars 2008. Mais il est nommé ambassadeur en Autriche. Le 6 janvier 2014, il démissionne du Congrès pour la démocratie et le progrès et s'oppose au projet de modification de l'article 37 de la Constitution soumis par Blaise Compaoré. Il fonde alors avec Roch-Marc Christian Kaboré et Simon Compaoré le mouvement du peuple pour le progrès MPP et en devient le premier vice-président. L'excellence Salif Diallo est marié et est père de 3 enfants. Avant l'élection du président de l'Assemblée nationale, les mandats de 125 députés ont été validés cet après-midi. 2 d'entre eux étaient absents. Retour sur la séance de validation avec Ibrahim Zongo. Ça y est, l'Assemblée nationale est désormais de retour après une année passée sous la dénomination de Conseil national de la transition. Les 127 députés élus le 29 novembre 2015 ont siégé cet après-midi du mercredi 30 décembre. Après l'appel nominal des élus nationaux par le doyen René Lompo, il a été procédé à la validation de leur mandat pour les 5 prochaines années. Et que d'émotions pour certains députés qui font leur premier pas à l'hémicycle. C'est un sentiment de joie parce que tout simplement moi, Mossé, je ne pensais pas y être. Voilà, il y a 2 ans de cela, on vivait une autre situation de vie ou de mort. Mais aujourd'hui, très franchement, quand on dit honorable, on se demande si c'est soi-même. Donc, franchement, les mots me manquent pour le dire. Premier exercice du pouvoir législatif, certes, mais ces députés n'ignorent point la tâche qui les attend. Après ce que notre pays a traversé, les attentes de la population vis-à-vis
des élus sont considérables. Donc il nous incombe aujourd'hui de travailler au niveau de l'Assemblée nationale, à voir dans quelle mesure accompagner le gouvernement pour répondre un peu aux attentes de ces populations. Beaucoup d'appréhension parce qu'on connaît la tâche qui nous attend ici et au regard donc de l'histoire de l'hémicycle, quand on sait ce qui a conduit à la mise en sac de l'ancienne Assemblée, c'est des sentiments vraiment de responsabilité face au travail donc qui nous attend. Pour d'autres, par contre, c'est un retour à l'hémicycle. Donc pas de souci à se faire sur la hauteur de leur devoir en tant que représentant du peuple. Je ne me fais pas de soucis parce que le Parlement par excellence, c'est un terrain d'expression politique. Donc c'est normal que des jeux de coulisses se fassent, etc. Mais à nous également, opposition, de faire notre travail. Et il n'y a pas de souci pour moi pour ça. Je suis élu de l'UPC, donc élu de l'opposition, mais je n'irai pas dans la même direction que certains qui disent que ça serait une opposition stérile et non constructive. Nous avons toujours été une opposition républicaine et nous restons dans cette logique-là. Pour rappel, sur les 127 députés qui siègent au Parlement, le parti au pouvoir et la mouvance totalisent 69 élus et les partis d'opposition en comptent 58. Avec l'apparition du groupe parlementaire Bourkidlem, le parti au pouvoir, le MPP, obtient la majorité absolue à l'hémicycle. Un changement de données qui modifie totalement l'ancienne configuration de la nouvelle Assemblée générale. La mouvance présidentielle sera opposée à l'hémicycle, à l'UPC de Zéphirin Diabré et au CDP. Des précisions avec Viviane Bama. À l'annonce des résultats de l'élection législative du 29 novembre, l'échiquier politique donnait un aspect multicolore avec un morcellement des postes de sorte à ce qu'il n'y ait pas de majorité absolue. Le temps et les jeux d'alliance ont finalement obtenu une configuration plus précise de l'Assemblée nationale au moment où les députés nouvellement élus entrent en fonction. Le mouvement du peuple pour le progrès MPP, qui avait 55 sièges à l'issue de l'élection, bénéficie désormais du soutien d'un groupe parlementaire de 14 députés nommé Bourkidlem. Il s'agit des députés du MDA, du NTD, de l'ODT, du PARAN, du PDS METBA, du RDS et de l'UNI-PS. En refusant de s'inscrire dans une opposition stérile selon eux, les députés du groupe parlementaire s'inscriront dans la majorité présidentielle pour défendre l'intérêt du peuple et répondre aux aspirations du peuple dans les différents secteurs d'activité. Avec ce soutien, le MPP obtient la majorité absolue avec désormais 69 députés. Dans l'autre bord, on retrouve l'Union pour le progrès et le changement UPC qui se retrouve sans grande surprise à sa place de chef de file de l'opposition. Mais cette fois-ci, l'UPC devra composer avec la majorité d'antan, c'est-à-dire le Congrès pour la démocratie et le progrès CDP, l'ADF-RDA, l'ANAFA, l'UBN et le FASO autrement. Ces partis n'ayant jusqu'à présent pas affirmé le souhait de la constitution d'un groupe parlementaire. Le CDP et certains de ses alliés, qui ont longtemps constitué la mouvance présidentielle sous le règne de Blaise Compaoré, devront désormais jouer le rôle d'opposants politiques face à certains alliés d'antan. Les nouveaux députés rentrent donc à l'hémicycle avec la configuration suivante. Mouvance présidentielle composée de 69 députés et l'opposition politique composée de 58 députés prêts à rejoindre l'hémicycle pour une durée de 5 ans. Ceux-ci siégeront pour le moment dans les locaux du Conseil national de la transition. Et nous l'annoncions au titre, le président du Conseil constitutionnel, Kassoum Kambou, félicite le président du CNT pour la bonne collaboration qu'il y a eu entre les deux institutions sous la transition. Kassoum Kambou et son équipe ont été reçus en audience cet après-midi par Chérif Sy. Le point de ces échanges avec Viviane Bama. En fin de mandat transitoire, le président du Conseil national de la transition a reçu pour sa dernière audience une délégation du Conseil constitutionnel. Kassoum Kambou et ses collaborateurs sont venus remercier Chérif Sy pour le travail abattu par son institution et la bonne collaboration dont il a fait montre. On a eu une très bonne collaboration
Et surtout, on a échangé sur nos conditions de travail qui ont été excellentes. Il faut dire que c'est grâce au CNT aussi que le Conseil a pu faire un bon travail. Donc c'était quand même de notre devoir de venir le remercier d'abord pour le travail formidable abattu durant cette transition et puis le remercier de notre collaboration aussi qui a été vraiment franche, une très bonne collaboration. Et à Kassoum Kambou de continuer. Le CNT ferme les portes pour laisser la place à une nouvelle Assemblée nationale, mais quand même avec le travail qui est fait, la collaboration qu'on a eue, qu'il continue à soutenir le Conseil constitutionnel dans sa mission de protéger les droits au Burkina Faso de manière générale et de veiller au bon fonctionnement des institutions républicaines. Cette audience accordée au Conseil constitutionnel est la dernière donnée par le président du Conseil national de la transition, qui cédera son fauteuil au nouveau président de l'Assemblée nationale, qui siégera pour la première fois ce mercredi 30 décembre 2015. Restaurer l'autorité de l'État, longtemps bafouée sous l'ancien régime de Blaise Compaoré et sous la transition, c'est l'une des priorités du nouveau président Roch-Marc Christian Kaboré. Pour ce dernier, force doit rester à la loi et la remise en cause de l'autorité de l'État doit cesser. Un message fort qu'il a prononcé durant son premier discours en tant que président. Gaël Rodrigue, reportage. Depuis un certain temps, le pays des hommes intègres est devenu le théâtre de plusieurs mouvements d'humeur. Sitting par-ci, grève par-là. Si certaines de ces manifestations suivent les voies légales, force est de reconnaître que plusieurs d'entre elles ne se font pas selon les règles en la matière. Pour arriver à bout de ce phénomène qui gagnerait notre société, le gouvernement de la transition avait entrepris la signature d'un pacte de citoyenneté pour faire restaurer l'autorité de l'État. Mais la suite a été tout autre, avec toujours des actions illégales constatées ça et là. Ainsi, dès sa prise du pouvoir, le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, lors de son premier discours, a affiché sa volonté de mettre fin à cette anarchie. La remise en cause de l'autorité de l'État et d'une manière générale le non-respect de la loi par les citoyens et les personnes morales doivent cesser immédiatement. Que nous reconnaissions à l'État sa place et son rôle prépondérant dans la conduite des affaires publiques. Son autorité, toute son autorité dans le fonctionnement harmonieux et régulier des institutions républicaines, afin de garantir une bonne gouvernance au profit de l'ensemble des citoyens. Cela exige de la part de tous et de chacun que nous sachions dès à présent contenir nos égoïsmes personnels, bannir nos divisions stériles, combattre l'intolérance et l'incivisme, rampant pour construire ensemble une alliance de progrès à même de porter les ambitions de développement de notre pays. Pour cela, des mesures seront prises pour que force reste à la loi. Selon lui, les désordres et l'indiscipline ne sauraient être des moyens pour résoudre les problèmes des Burkinabés. En tout état de cause, les mesures seront étudiées et mises en œuvre pour que force reste à la loi. Partout, l'ordre et la discipline doivent régner pour nous permettre dans le dialogue et la concertation de rechercher les solutions appropriées aux problèmes que vivent les Burkinabés. Tout en étant un ardent défenseur des libertés individuelles et collectives que je souhaite promouvoir et élargir, je voudrais attirer l'attention de tous que bien souvent, l'ennemi de la liberté, c'est la liberté mal comprise et sans borne. Conscient que le retour à la normale ne serait pas chose facile, le président Kaboré en appelle au sens des responsabilités de tout un chacun. La suite de cette édition, débutée en novembre 2014, la transition a officiellement pris fin hier avec l'investiture du nouveau président Roch-Marc Christian Kaboré. Un processus long de 13 mois qui a été marqué par plusieurs crises. Michel Kafando a passé le flambeau. Le gouvernement du Premier ministre Yacouba Isaac Zida a été dissous. Le mandat des élus de la transition a aussi pris fin. Retour sur ces différents faits marquant la fin de la transition avec Ibrahim Zongo. Je jure devant le peuple burkinabé sur mon honneur de préserver, de respecter, de faire respecter et de défendre la Constitution et les lois, de tout mettre en œuvre pour garantir la justice à tous les habitants du Burkina Faso.
Par ce serment, Roch-Marc Christian Kaboré s'est déclaré apte à assumer ses responsabilités de président du Faso et de chef de l'État. Serment auquel le Conseil constitutionnel a donné acte avant de renvoyer le président à ses fonctions. Dès cet instant, a pris fin le mandat du président Michel Kafando. La charte de la transition en son article 21 en effet stipule « Les institutions de la période de la transition fonctionnent jusqu'à l'installation effective des nouvelles institutions. Ainsi donc, on peut dire que la transition est terminée au sein de l'institution président du Faso. » Quelques 24 heures auparavant, l'ancien chef du gouvernement Yacouba Isaac Sida avait procédé à la démission de son gouvernement, ce qui consacre formellement la fin du mandat du gouvernement de la transition, même s'il est arrêté une disposition qui permet au ministre de continuer la gestion des affaires courantes de leur département jusqu'à l'installation du gouvernement du Roch-Marc Christian Kaboré. Fini également le mandat de l'organe législatif de la transition. Le Conseil national de la transition, en effet, a clos ses activités le 28 décembre. Chérif Sy et ses camarades ont d'ailleurs passé le flambeau à la nouvelle législature qui a siégé cet après-midi du 30 décembre 2015. Parlant toujours de fin de transition et pour terminer, c'en est fini pour le mandat transitoire de 8 mois du sélectionneur Gernot Rohr à la tête de l'équipe nationale. Prochain coach à investir, Paulo Duarte. À présent, certains bénéficiaires du programme socio-économique d'urgence de la transition PSUT peuvent passer à la caisse. Après la remise de chèques symboliques le mois dernier, 26 personnes ont reçu aujourd'hui des chèques qu'ils pourront encaisser. Estimé à plus de 22 millions de francs CFA, ce financement devra être utilisé à des fins utiles. Cheikh Omar Bandaogo. C'est maintenant effectif. Certains bénéficiaires du programme socio-économique d'urgence de la transition PSUT peuvent désormais passer en banque pour encaisser le montant accordé à chacun d'entre eux. 26 bénéficiaires ont reçu ce 30 décembre des chèques après les chèques symboliques qu'ils ont reçus en novembre dernier. Ce laps de temps mis se justifierait. Ce retard est lié aussi aux bénéficiaires. Il y a beaucoup qui pensent qu'une fois après la remise, il faut immédiatement passer à la caisse. Ce sont des fonds publics. Nous avons besoin de garanties, nous avons besoin de nous rassurer que ceux qui prennent les fonds vont rembourser. Nous avons besoin aussi de protéger les gestionnaires de ces fonds. C'est tout cela qui a occasionné le temps que vous avez pu observer. À la suite de cette remise de chèques, un véritable travail de suivi se fera. D'abord pour vérifier l'utilisation effective des fonds, mais aussi le remboursement. Nous souhaitons que ceux qui ont bénéficié de ces fonds s'investissent dans l'activité et qu'ensemble nous sortions le Burkina de la pauvreté. Oui, il y a tout naturellement un suivi. Pour permettre le suivi, il a fallu nécessairement loger notre activité dans une structure pérenne. Donc, à l'issue de cette remise de chèques, les agents du FEJ vont s'atteler au suivi et au recouvrement. Du côté des bénéficiaires, c'est la joie qui prime, mais ils gardent la tête sur les épaules. Les fonds doivent être utilisés à bon escient. On a des sentiments de joie. On a su faire confiance au programme PSUT. Nous les disons merci et nous promettons de bien prendre acte de travailler et puis rembourser pour que d'autres en bénéficient. Je suis dans le BTP, c'est juste pour renforcer mes activités en achat de matériel de construction. Les chèques remis ce jour s'élèvent à 22 453 200 francs CFA. Bien qu'impatients de recevoir ce sésame, des bénéficiaires ont marqué cette cérémonie par leur absence. Tout compte fait, tous les chèques prévus seront remis aux bénéficiaires à partir de ce jour et ce, jusqu'à épuisement. Et le projet Paix à travers le développement PDF2 encourage ses partenaires. Les responsables du projet ont procédé à une remise de matériel au profit de 6 radios partenaires. Ces équipements d'un coût global de 15 millions de francs CFA sont composés entre autres de consoles d'ordinateurs et d'enregistreurs. Le reportage qui est signé Viviane Bama. Émetteurs, enregistreurs numériques, onduleurs et ordinateurs, le projet Paix à travers le développement PDF2 a remis un lot de matériel à ses partenaires, les radios œuvrant dans la promotion de la paix. L'objectif recherché à travers ce geste, accroître les capacités de production des radios partenaires
et renforcer leurs capacités techniques. Pour nous, à PDF, nous avons fait la preuve que les radios communautaires nous aidaient beaucoup à sensibiliser, nous aidaient à conscientiser et nous aidaient à porter l'information très loin de la capitale et pour des populations souvent vulnérables. Donc, nous avons pensé que c'était important de les autonomiser, de les rendre plus fortes, ces radios-là, afin qu'elles continuent de jouer ce rôle de conscientisation pour lutter contre l'extrémisme violent dans les zones d'intervention de PDF2. Ce sont donc 6 radios partenaires qui ont reçu cet après-midi le soutien technique du PDF. Un appui qui viendra un temps soit peu soulager les difficultés rencontrées dans leurs tâches. Parce que nos radios, comme vous le savez, travaillent souvent dans des conditions difficiles et recevoir du matériel de cette qualité-là de la part d'un partenaire, c'est toujours un événement heureux pour nous. C'est pourquoi je voudrais donc au nom de mes collègues des radios partenaires adresser tous mes remerciements au PDF2 et à travers le PDF2 à l'USAID et à la coopération des États-Unis dans notre pays. Ce don d'une valeur de 15 millions de francs CFA n'aurait pu être possible sans l'appui financier de l'USAID. Je pense que le radio, c'est un bon canal de donner beaucoup d'informations dans le peuple pour promouvoir le paix dans toutes les core zones, toutes les places de notre projet. Et je suis très fier pour soutenir tous les efforts parce que sans paix, il n'y a pas de développement. Cette remise de matériel intervient 5 mois après une première remise à 6 autres radios partenaires. À travers ces actions, le PDF présent au Burkina Faso, au Niger et au Tchad poursuit sa mission de renforcement de la résilience communautaire face à l'extrémisme violent. Accompagner les cadres de plusieurs entreprises à mieux manager leurs ressources humaines, c'est l'objectif visé par une formation initiée par l'École nationale des régies financières, ENAREF. Le programme de formation continue de l'année 2016 a officiellement été lancé aujourd'hui. C'était en présence de notre reporter Samba Kassile Traoré. La principale cause des échecs et de l'inefficacité de la gestion des administrations africaines est la méconnaissance de la valeur et du rôle du capital humain. C'est dans le souci de remédier à cela que l'École nationale des régies financières ENAREF accompagne les cadres à travers une formation dont le programme de 2016 est lancé ce 30 décembre 2015. Les domaines de formation, nous avons essentiellement les domaines des finances publiques. Nous avons des thèmes aussi sur la décentralisation. Nous avons d'autres thèmes sur la gestion même des ressources humaines, le management et la gestion des ressources humaines. Et l'objectif, c'est d'abord accomplir la mission donc, de formation que les autorités de ce pays ont bien voulu confier à l'ENAREF pour renforcer essentiellement les capacités des ressources humaines donc, de l'administration publique et pourquoi pas donc secteur privé. Les cadres gagneraient à s'inscrire pour la formation continue selon la directrice de la recherche et de la formation continue. Tous les cadres du secteur public et privé sont concernés par les formations. Ça dépend du thème. Donc pour chaque thème, il y a un public cible que l'on veut toucher. Donc on peut dire que tous les cadres du secteur public et privé sont vraiment concernés par ces différents thèmes que nous développons. Ils gagnent la réqualification de leur personnel. Puisque les formations, il faut la ressource humaine étant au centre de tout développement. Donc si le personnel est bien formé, on va sans dire que les différentes procédures au niveau des administrations seront maîtrisées et mieux traitées. Les cadres de différentes structures venues assister au lancement de ce programme de formation continue de 2016 promettent de choisir le thème correspondant à leur profil afin de s'y former. Actualité sportive à présent, le Portugais Paulo Duarte prend les rênes de la sélection nationale. La Fédération burkinabé de football et l'entraîneur ont signé un contrat de 2 ans. L'objectif assigné au nouvel entraîneur est la qualification des étalons du Burkina à la Coupe du Monde 2018. La fédération affirme que son contrat ne sera renouvelé qu'en cas de qualification. Soulignons que les étalons ont obtenu leur qualification pour les phases de poule en éliminant le Bénin.
Et en ces fêtes de fin d'année, des Burkinabés veulent avoir au moins dans leur assiette un morceau de poulet. Comment cependant acquérir un poulet en cette période devient de plus en plus difficile. Les consommateurs se plaignent de la flambée des prix, les commerçants, eux, se plaignent de la rareté de la clientèle. Une situation que chacun tente d'expliquer ici dans ce reportage de Samba Kassile Traoré. À l'approche de ces fêtes de fin d'année, les marchés de la ville de Ouagadougou sont inondés de poulets, principaux gallinacés consommés à l'occasion. Pourtant, les commerçants se plaignent du manque de clientèle. Cette année, il n'y a pas le marché, parce que ceux qui viennent du village, ils vendent au hasard sur les routes. Donc nous qui payons les impôts, nous ne pouvons plus vendre. Bon, cette année-là, ça ne va pas. Il n'y a pas de marché. Donc, il n'y a pas de marché comme l'année passée. Bon, parce que nous, on a des problèmes. Celui qui sort au village, il vient ici pour vendre au bord de la route. Bon, ils sont nombreux. Bon, donc, actuellement, les gens là ne viennent pas là où on vend comme ça. Bon, donc, on a ce problème aussi avec le prix de l'année-là. Ce manque de clientèle pourrait s'expliquer par la cherté des prix de poulet qui ont vu une augmentation cette année. Plusieurs raisons expliquent cette augmentation selon les vendeurs. Le prix du poulet a augmenté. Il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. Nous, au niveau de notre activité de vente de poulet, il y a trop d'intermédiaires. Et ce qui fait qu'à chaque étape de la chaîne, chacun veut ajouter un petit plus. Et à la fin, on a un poulet qui revient cher à Ouagadougou. N'oublions pas aussi que c'est un produit périssable. Et de ce fait-là, ça fait qu'on ne peut pas le stocker, on ne peut pas le conserver, on ne peut pas trop planifier avec le poulet sur une longue période. C'est cher parce que ceux qui venaient du village, ils venaient nous donner ça directement. Mais maintenant, ça passe par quelqu'un avant de nous arriver. Donc c'est pour ça que c'est devenu cher. Le poulet est cher parce que... Bon, comme celui qui sont au village, ils ne vendent plus avec nous parce que eux aussi ils veulent venir ici vendre comme ce que nous vendons aussi. Donc, comme ça maintenant ça devient cher parce que bon, nous tous on vend avec nos clients qui sont ici là. L'association des vendeurs de poulets souhaite à ce que l'État réglemente la vente des volailles afin que le prix reste constant. Quant aux clients, ils disent payer malgré eux vu le prix. Autre information, selon Jeune Afrique, le président ivoirien Alassane Ouattara s'est rendu aujourd'hui à la résidence de l'ancien président Blaise Compaoré après son retour de Ouagadougou, une visite qui intervient au moment où la polémique suit son cours sur la demande d'extradition de Blaise Compaoré vers le Burkina Faso. Selon un conseiller de la présidence ivoirienne, je cite, la visite du couple Ouattara au couple Compaoré relève, je cite, d'une visite de courtoisie juste pour souhaiter de joyeuses fêtes à son hôte. Fin de citation. Après plusieurs reports, les Centrafricains ont voté aujourd'hui pour élire leur président et leurs représentants. La mobilisation des électeurs est très importante à Bangui et dans l'ensemble, c'est dans le calme que le vote s'est déroulé selon des observateurs. Les grands favoris de cette élection présidentielle sont Anissé Georges Dologuélé, Martin Ziguélé, Karim Mekassoua. Ce double scrutin très attendu des Centrafricains doit mettre fin à 3 ans de transition politique. Et le Burundi annonce s'opposer par la force aux troupes de l'Union africaine si celle-ci déployait ses troupes dans le pays. Dans une déclaration faite aujourd'hui par le président Pierre Nkurunziza, il qualifie d'attaque contre son pays ce déploiement et appelle chaque Burundais à se lever pour le combattre. Rappelons que l'Union africaine a voté mi-décembre le principe d'un déploiement de troupes africaines composé de 5000 hommes. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous qui l'avez suivi. Très bonne suite de nos programmes.